Maya? Il y a des portes qu'on ferait probablement mieux de laisser fermer. Et dans le cas d'Insidious, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'Hollywood s'amuse à les réouvrir. Depuis le premier, réalisé par James Wan en 2010, la saga s'est imposée comme l'une des franchises horrifiques les plus reconnaissables de sa génération. Une lumière rouge, quelques silhouettes perdues dans l'obscurité, des visages démoniaques, une musique agressive signée Joseph Bichara, et surtout ce fameux lointain, cet univers parallèle situé quelque part entre la vie, la mort et le cauchemar. Avec Insidious, l'invasion du lointain, 6e épisode de la franchise, l'objectif était donc relativement simple. Prouver qu'après autant de films, cet univers possède encore suffisamment d'idées pour nous donner envie d'y retourner. Et contre toute attente, la réponse n'est pas complètement négative. Avant de parler du film, il faut quand même revenir rapidement sur ce qu'est devenu la saga Insidious, parce que le premier film avait quelque chose de particulièrement efficace. James Wan ne disposait pas d'un budget gigantesque, mais il compensait largement avec une mise en scène extrêmement précise, une utilisation brillante de l'espace et surtout une vraie capacité à transformer le moindre coin sombre d'une maison en menace potentielle. Le concept du lointain faisait le reste. Cet endroit situé au-delà du monde physique permettait à la franchise de créer sa propre mythologie tout en mélangeant possession, voyage astral et maison hantée. Le problème, c'est qu'au fil des épisodes, Insidious s'est progressivement retrouvée prisonnière de son propre concept. Les suites, préquelles et ramifications ont ajouté des règles, des démons, des portes, des connexions et des explications parfois contradictoires. Et surtout, la saga s'est parfois reposée beaucoup trop facilement sur ses automatismes. Après Insidious The Red Door, qui avait déjà donné le sentiment de conclure une partie importante de cette histoire, l'idée d'un 6e opus pouvait donc légitimement ressembler à une nouvelle tentative de prolonger artificiellement une franchise toujours rentable. Cette fois, pourtant, on change de personnage. Le film se concentre sur Gemma, une jeune mère qui élève sa fille dans la maison de son enfance, une maison évidemment loin d'être anodine puisque Gemma va progressivement découvrir qu'elle entretient un lien particulier avec le lointain. Elle n'est pas simplement capable de voyager dans cet univers, elle possède surtout une capacité beaucoup plus dangereuse, celle de ramener dans notre monde certaines choses qui se trouvent de l'autre côté. Et évidemment, lorsqu'une entité malveillante comprend ce dont Gemma est capable, cette faculté devient immédiatement une porte d'entrée potentielle pour des créatures qui n'attendaient qu'une occasion de franchir définitivement la frontière entre les deux mondes. Sur le papier, l'idée est franchement intéressante, parce qu'elle permet enfin de modifier légèrement les règles habituelles d'Insidious. Pendant longtemps, les personnages de la saga entraient dans le lointain ou tentaient d'empêcher les démons d'en sortir. Ici, Gemma devient elle-même une sorte de passerelle entre ces deux réalités. Le film est réalisé par Jacob Chase, que l'on connaît notamment pour Complay, adaptation de son propre court-métrage Larry. Il participe également à l'écriture aux côtés de David Leslie Johnson McGoldrick, scénariste déjà très familier avec l'univers horrifique de James Wan, puisqu'il a notamment travaillé sur plusieurs films de la franchise Conjuring. À la production, on retrouve logiquement James Wan ainsi que Jason Blum, figure incontournable de l'horreur hollywoodienne moderne et gardien d'une franchise que Blumhouse n'est manifestement pas encore prêt à abandonner. Devant la caméra, Amelia Eve incarne Gemma, et c'est probablement l'un des choix les plus intéressants du film. Elle apporte beaucoup de fragilité au personnage, mais aussi suffisamment de détermination pour rendre crédible cette mère qui comprend progressivement qu'elle est liée à quelque chose qui la dépasse complètement. À ses côtés, Highland Austin interprète sa fille et permet au film de construire une relation mère-fille qui devient rapidement le véritable cœur émotionnel de l'histoire. Brandon Perea apporte quant à lui une présence sympathique dans le rôle d'un policier proche de Gemma, tandis que Maisie Richardson Sellers complète cette nouvelle galerie de personnages. Et évidemment, difficile d'imaginer un Insidious sans Lynn Shay. Même si Elise Rainier est morte depuis longtemps dans la chronologie de la saga, le personnage continue d'exister à travers le lointain. Sa présence permet donc au film de conserver un lien direct avec les épisodes précédents. C'est à la fois rassurant et symptomatique de l'un des problèmes du film, parce que lorsque l'invasion du lointain accepte d'être véritablement un nouvel Insidious, il fonctionne plutôt bien. Jacob Chase possède un réel sens de la mise en scène horrifique, il comprend surtout que la peur n'a pas toujours besoin d'être accompagnée d'un monstre qui surgit brutalement devant la caméra.
Le film fonctionne particulièrement bien lorsqu'il joue avec les arrière-plans. Une silhouette peut apparaître quelques secondes derrière un personnage, une pièce apparemment vide devient soudainement inquiétante simplement parce qu'une portion du cadre reste plongée dans l'obscurité. Une porte entrouverte devient immédiatement suspecte, et ce sont précisément ces moments-là qui fonctionnent le mieux. La photographie de Dave Garbett participe énormément à cette ambiance, les contrastes, les ombres et les différents niveaux de profondeur donnent régulièrement l'impression que quelque chose pourrait se cacher n'importe où dans l'image. Le décor de la maison est lui aussi particulièrement efficace. Ce n'est pas simplement un endroit dans lequel se déroule l'histoire, certaines pièces semblent presque développer leur propre personnalité, comme si l'architecture elle-même commençait progressivement à devenir hostile. Il y a notamment plusieurs séquences qui fonctionnent franchement bien. La scène du dentiste est probablement l'une des plus mémorables. Sans tomber dans le gore extrême, elle exploite parfaitement la peur extrêmement concrète et presque universelle. Le résultat est dérangeant, parfois assez dégoûtant, mais surtout très efficace. La séquence autour du château de Coussin fonctionne également très bien. Sur le papier, l'idée pourrait sembler presque ridicule, mais grâce à la manière dont Jacob Chase utilise les espaces réduits, les mouvements de caméra et surtout les arrière-plans, cette scène devient progressivement oppressante. C'est exactement là que le film montre ce qu'il aurait pu être. Un Insidious légèrement plus ludique, plus inventif et moins obsédé par l'idée de constamment rappeler au spectateur qu'il appartient à une franchise. Le film a également la bonne idée de ne pas transformer chaque scène horrifique en succession permanente de jumpscares. Il y en a évidemment, certains sont même extrêmement prévisibles. La musique de Joseph Bichara annonce parfois tellement clairement l'arrivée d'un choc que l'effet fonctionne beaucoup moins bien. Mais dans ses meilleurs moments, le film comprend que l'attente peut être beaucoup plus efficace que l'explosion sonore. Le problème, c'est qu'à mesure que le récit avance, l'invasion du lointain retombe progressivement dans les travers historiques de la franchise. Et c'est là que le film commence vraiment à perdre de sa force. Parce que dès qu'Insidious commence à vouloir expliquer son propre univers, tout devient beaucoup plus compliqué. De nouvelles règles apparaissent, certaines informations semblent entrer en contradiction avec ce qui avait été établi auparavant, des éléments sont introduits simplement parce que le scénario en a besoin à cet instant précis, le lointain qui était initialement fascinant justement parce qu'il restait mystérieux devient progressivement une sorte de boîte à outils scénaristique. Besoin d'un flashback, le lointain peut le faire. Besoin de connecter un personnage aux anciens films, le lointain peut le faire. Besoin de ramener une menace passée, aucun problème, le lointain peut le faire. Et plus le film tente de relier cette histoire aux anciens épisodes, plus il donne l'impression de sacrifier ses bonnes idées au profit du fanservice. La présence d'Elise illustre parfaitement ce problème. J'adore Lin Shaye dans cette franchise, elle reste probablement l'un des personnages les plus emblématiques d'Insidious, mais son apparition ressemble parfois davantage à une obligation contractuelle qu'à une véritable nécessité narrative. Même constat concernant certaines références aux démons des précédents épisodes. Au lieu d'élargir naturellement l'univers, elle donne parfois l'impression que le film regarde constamment derrière lui. C'est frustrant parce que la nouvelle génération introduite autour de Gemma était suffisamment intéressante pour porter un film beaucoup plus indépendant. L'antagoniste principal représente également une faiblesse. Visuellement, il possède quelques éléments intéressants, mais plus le film dévoile ses intentions et son fonctionnement, moins il devient effrayant. Et c'est souvent le problème dans un film horrifique. Un monstre est parfois beaucoup plus inquiétant lorsqu'on ne comprend absolument rien à son sujet. Ici, la révélation autour de la menace finit paradoxalement par faire disparaître une grande partie de son aura. La dernière partie du film est d'ailleurs probablement la moins convaincante. Là où le début privilégiait une horreur plus atmosphérique, la conclusion devient progressivement beaucoup plus démonstrative. Les règles du lointain s'empilent, les connexions avec la mythologie prennent de plus en plus de place et certaines situations deviennent presque involontairement amusantes. On retrouve alors exactement ce qui fatigue la saga depuis plusieurs films, cette volonté de transformer un concept horrifique simple et efficace en mythologie gigantesque. Parce que le lointain n'avait pas nécessairement besoin d'être expliqué. C'est justement l'inconnu qui le rendait inquiétant. Malgré tout, je trouve que le film possède quelque chose d'intéressant dans ce qu'il raconte. Depuis le premier épisode, Insidious parle finalement beaucoup de famille. Les démons sont spectaculaires, mais ils servent souvent à matérialiser des traumatismes, des secrets ou des blessures qui traversent plusieurs générations. Ici, cette idée passe directement par Gemma et sa relation avec sa fille. Gemma veut protéger son enfant de ce qu'elle-même a vécu. Elle veut empêcher le passé de contaminer la génération suivante. Sauf que le film transforme littéralement cette idée en concept horrifique. Le passé n'est plus simplement un souvenir, il devient un endroit, un espace dans lequel on peut entrer et surtout quelque chose que l'on peut accidentellement ramener avec soi. C'est probablement l'idée la plus intéressante de l'invasion du lointain. Le véritable danger n'est pas simplement le démon qui poursuit Gemma, c'est la manière dont les traumatismes peuvent franchir les générations si personne ne parvient réellement à les affronter. Le film parle donc de maternité
d'intimité, de transmission et de cette peur extrêmement humaine de reproduire sur ses propres enfants les blessures que l'on a soi-même reçues. Est-ce que le scénario exploite parfaitement cette idée ? Clairement, non. Mais elle permet au film d'avoir un minimum de profondeur derrière son fonctionnement de train fantôme. Alors maintenant, la vraie question c'est, faut-il aller voir Insidious, l'invasion du lointain au cinéma ? Pour moi, la réponse dépend énormément de votre rapport à la saga. Si vous n'avez jamais aimé Insidious, ce 6e épisode ne changera probablement pas votre opinion. Le film reste très fidèle au code de la franchise, même ambiance, même lointain, même utilisation de la musique, même silhouette dans l'obscurité et toujours cette frontière extrêmement mince entre notre monde et celui des morts. Si vous êtes complètement lassé par la mythologie de la saga, certaines parties risquent même de vous agacer profondément, mais si vous aimez Insidious ou simplement les films d'horreur capables de travailler un minimum leur ambiance, alors oui, je pense que l'expérience en salle peut être intéressante. Le son joue énormément, les silences aussi, et plusieurs scènes profitent vraiment de l'obscurité d'une salle pour fonctionner davantage. Personnellement, j'ai apprécié le film. Je ne pense clairement pas qu'il s'agisse du meilleur opus de la saga. Le premier reste largement supérieur dans sa manière de construire la peur et dans la simplicité de son concept. Ce 6e épisode souffre également d'un scénario trop prévisible, d'une mythologie de plus en plus fragile et d'une dernière partie qui perd progressivement la subtilité que possédait le début. Mais malgré tout, je trouve que l'invasion du lointain reste un très bon divertissement horrifique, porté par quelques vraies idées de mise en scène et une atmosphère suffisamment réussie pour maintenir l'intérêt. Ma note sera donc de 5 sur 10, une note moyenne pour un film qui, paradoxalement, m'a plutôt plu, parce qu'il possède suffisamment de qualité pour fonctionner pendant près de 2 heures, mais également beaucoup trop de défauts pour réellement relancer la franchise ou rivaliser avec ses meilleurs épisodes. Insidious continue donc d'ouvrir des portes, certaines mènent encore vers de très bonnes idées, d'autres devraient probablement rester définitivement fermées. Reste maintenant à savoir combien de temps Blumhouse continuera d'explorer le lointain avant de comprendre qu'un univers horrifique devient parfois beaucoup plus effrayant lorsqu'on accepte enfin de ne plus tout expliquer. Et vous, est-ce que vous avez vu Insidious, l'invasion du lointain ? Est-ce que cette nouvelle direction vous a convaincu ou pensez-vous que la saga aurait dû s'arrêter depuis longtemps ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, pensez à vous abonner si vous aimez parler cinéma, horreur et pop culture sur la chaîne et surtout, n'oubliez jamais, le cinéma c'est avant tout une histoire de passion.